Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on va commencer cette série de cours de révision pour les unités des deux options PC et SVT. Donc, on va commencer tout d'abord par l'unité 1, la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Donc, à propos de cette unité, on doit premièrement savoir qu'est-ce qu'on va étudier dans cette unité. Donc, on a ici la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Donc, le terme le plus pertinent dans le titre, c'est la matière organique. Vous avez déjà étudié la matière organique dans le cycle collégial et l'année précédente. Mais l'essentiel à savoir, l'essentiel à retenir à propos de la matière organique, c'est qu'il y a trois types de matière organique. Les sucres, les protéines et les lipides. Donc, ces quatre types, ce sont des éléments qu'on trouve dans les êtres vivants, qu'on trouve dans les aliments, etc., etc. Donc, ces trois types de matière organique, elles stockent de l'énergie, ou bien elles emmagasinent de l'énergie. Donc, le caractéristique qu'on doit garder, qu'on doit retenir, c'est que la matière organique contient de l'énergie. Donc, le but de l'unité, c'est premièrement de savoir comment on peut démolir, comment on peut détruire, dégrader la matière organique afin d'extraire l'énergie emmagasinée dans la matière organique. Et puis, cette énergie extraite de la matière organique, comment elle sera utilisée dans les différentes activités telles que la contraction musculaire. Donc, l'unité sera divisée en deux. La première partie, l'extraction de l'énergie emmagasinée dans la matière organique, et la deuxième partie, c'est la transformation de l'énergie durant la contraction musculaire. C'est-à-dire, on va étudier comment ou bien quelles sont les réactions qui permettent l'extraction de l'énergie emmagasinée dans la matière organique, et deuxièmement, cette énergie, comment elle sera utilisée, surtout dans la contraction musculaire. Donc, le plan sera comme suit. Premièrement, on va étudier la glycolyse, la première étape de la démolition du glucose. Démolition, c'est la dégradation, c'est la destruction. Deuxièmement, poursuite de la démolition de glucose, l'oxydation de l'acide pyruvique et la phosphorylation oxydative. Troisièmement, les voies anaérobiques, ce sont les voies de la fermentation. Quatrièmement, le rendement énergétique et comparaison entre la fermentation et la respiration cellulaire. Et cinquièmement, la contraction musculaire et les phénomènes accompagnants, suivi par la structure et l'ultrastructure du muscle squelettique strié, et dernièrement, ou bien l'avant-dernière, mécanisme de la contraction musculaire, et dernièrement, le renouvellement d'ATP au niveau de la cellule musculaire. Donc, on va commencer tout d'abord par la glycolyse, la première étape de la contraction, bien de la démolition du glucose. Donc, on sait que le glucose il est transporté par la circulation sanguine, donc dans les vaisseaux sanguins. Lorsqu'on mange la matière organique, cette matière organique sera digestée, sera dégradée au niveau du système digestif, puis elle sera transformée ou bien transportée par les vaisseaux sanguins pour qu'elle alimente toutes les cellules de notre corps. Donc, toutes les cellules de notre corps sont alimentées par le glucose, donc elles consomment du glucose qui existe dans le sang. Lors de l'entrée de glucose au niveau de la cellule, donc on considère que c'est le milieu interne de la cellule et c'est la membrane cytoplasmique. Donc, normalement, le milieu interne de la cellule il est appelé le cytoplasme. Donc, les trois fameux composants de la cellule sont la membrane cytoplasmique, le noyau et le cytoplasme. Donc, le milieu interne, il est souvent appelé le cytoplasme. Mais dans ce cas-là, on va l'appeler l'hyaloplasme ou bien le cytosol. L'hyaloplasme ou le cytosol. C'est quoi la différence entre le cytoplasme et le cytosol ou bien le cytoplasme et l'hyaloplasme? C'est tout simplement l'hyaloplasme ou bien le cytosol, c'est uniquement le liquide cellulaire, c'est-à-dire le liquide intracellulaire. On exclut les organites cellulaires, les mitochondries, les réticulomes, les astères, les vacuoles, les lysosomes, etc., etc. Donc, toutes les composants de la cellule sont exclus de l'hyaloplasme. C'est-à-dire que l'hyaloplasme, c'est uniquement le liquide qui existe à l'intérieur de la cellule et non pas les organites de la cellule. Donc, lorsque le glucose va entrer à l'intérieur de la cellule, donc le glucose, c'est l'un des sucres, donc c'est de la matière organique. Donc, le glucose, il est de formule de C6H12O6, donc il est composé de 6 carbones. Donc, on va représenter uniquement les carbones. Donc, directement après l'entrée du glucose à l'intérieur de l'hyaloplasme, elle va être divisée en deux molécules d'acide pyruvique. Donc la première étape, c'est le clivage de glucose, c'est la destruction du glucose en deux molécules d'acide pyruvique. Donc les molécules d'acide pyruvique sont composées de 3 carbones. Donc ici c'est H3, COOH. Donc 3 carbones. Donc comme si on a clivé le glucose en deux. Ce clivage de glucose va nous permettre de réaliser une réaction
appelée, ou bien on va voir le nom après, donc une réaction de 2 ADP plus 2 PI, ça donnera 2 ATP. C'est quoi cette réaction-là? Donc cette réaction-là, c'est on prend une molécule appelée adénosine. C'est quoi l'adénosine? L'adénosine, c'est l'adénine, une base azotée qu'on va étudier après. Donc c'est une base azotée liée à un sucre. Donc l'ensemble sucre-adénine représente l'adénosine. L'adénosine, elle est attachée à 2 molécules de phosphate. Donc, ces 2 molécules bien d'acide phosphorique. Donc, ces 2 molécules de l'acide phosphorique ou bien de phosphate seront liées à une 3e molécule. La forme initiale, c'est l'adénosine, l'ensemble de sucre et l'adénine, l'adénosine, diphosphate, di c'est-à-dire 2. Donc ici ADP pour adénosine, diphosphate, adénosine liée à 2 phosphates. Dans cette réaction, on va relier l'adénosine avec, ou bien l'adénosine diphosphate, on va le relier avec une autre molécule de phosphate et il devient l'adénosine, cette fois triphosphate, c'est-à-dire qu'il est attaché à 3 molécules de phosphate. Donc il se transforme de l'ADP en ATP, adénosine 3 molécules de phosphate. Donc cette réaction nécessite bien évidemment de l'énergie. Donc pour lier le phosphate avec l'ADP, pour réaliser cette réaction, on a besoin évidemment de l'énergie. Donc, d'où vient cette énergie qu'on va utiliser pour réaliser cette réaction 2 fois, 2 ADP plus 2 PI, ça donnera l'ATP. Donc, bien, cette énergie vient de clivage des liaisons à l'intérieur du glucose. Donc, la destruction du glucose dans cette étape a libéré un petit peu d'énergie. Cette énergie, elle est utilisée pour relier l'ADP avec PI et former l'ATP. On a formé 2 ATP. Donc pour nous, l'ATP, c'est comme un stock d'énergie. Elle stocke l'énergie dans ces liaisons entre les molécules de phosphate. Et lorsqu'on a besoin de l'énergie, donc on va cliver ces liaisons entre les phosphates et on va libérer de l'énergie qu'on va utiliser après. Donc, si vous pouvez remarquer la structure, bien la formule chimique du glucose et la comparer avec la formule chimique des 2 acides pyruviques, vous pouvez remarquer que les glucoses et les oxygènes ont été conservés. Comment ça? Dans le glucose, il y a 6 molécules ou bien 6 atomes de carbone. Dans l'acide pyruvique, on a la première atome, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Donc, 6 molécules ou bien 6 atomes de carbone sont transformés vers les acides pyruviques. Pour l'oxygène aussi, on a 6 oxygènes. Donc ici 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc les 6 oxygènes sont conservés dans les 2 molécules d'acide pyruvique. Alors que pour l'hydrogène, on a initialement dans le glucose 12 atomes d'hydrogène, alors que la somme des atomes d'hydrogène dans les 2 molécules d'acide pyruvique est égale uniquement à 8. Vous pouvez les compter. Donc, on a initialement 12 atomes d'hydrogène et la somme des atomes d'hydrogène dans les 2 acides pyruviques est égale uniquement 8. Donc, on a un manque de 4 atomes d'hydrogène. Donc, ces 4 atomes d'hydrogène sont utilisés. J'ai oublié la première réaction, elle est appelée phosphorylation d'ATP. Donc, les 4 atomes qui manquent dans les résultats sont utilisés pour la formation de 2 molécules de NADH, H+. Donc ici, on a transformé NAD+, en NADH, H+. Donc on a ajouté 2 atomes d'hydrogène. La différence entre NAD+, et NADH, H+, donc ce sont ces 2 atomes d'hydrogène. Et on a répété cette réaction 2 fois. 2 NADH, 2 NAD+, en donnant 2 NADH, H+. Donc on a utilisé 4 atomes d'hydrogène. Si on a ajouté ces 4 atomes d'hydrogène à la somme des atomes d'hydrogène qui existent dans les 2 acides pyruviques, la réaction sera équilibré. Donc ici dans la réaction de NAD+, on prend NAD+, qui est appelé un transporteur des électrons et un transporteur des protons, et on ajoute 2 protons d'H+, qui provient du glucose, 2 électrons qui proviennent du glucose pour former NADH, H+. Donc NADH, H+, c'est le transporteur NAD+, plus 2 hydrogènes, plus 2 électrons. Donc cette réaction, elle est appelée une réaction de réduction. Vous avez étudié dans la chimie que les réactions de réduction, ce sont les réactions d'ajout des électrons. C'est-à-dire, si on a enrichi un élément chimique par les électrons, donc on a fait la réduction. Si on a arraché les électrons, on a fait une oxydation. Donc ici, on a oxydé le glucose
On a arraché les électrons du glucose et on a enrichi le NAD+ par les électrons. C'est-à-dire qu'on a oxydé le glucose en profit de la réduction de NAD+. Donc, vous pouvez réviser les réactions d'oxydoréduction dans votre cours de la chimie. Donc, en passant maintenant, on a terminé la glycolyse, la première étape de la démolition de glucose. Donc, on va continuer le poursuit de la démolition de glucose, l'oxydation de l'acide pyruvique et la phosphorylation oxydative. Donc, on va commencer tout d'abord par l'oxydation d'acide pyruvique. On prend le dessin, c'est l'hyaloplasme. On a déjà dit qu'on a transformé le glucose au niveau de l'hyaloplasme. Dans l'étape précédente, on a transformé le glucose en 2 acides pyruviques avec la production de 2 ATP et 2 NADH H+. Vous pouvez remarquer ici le titre, le poursuit de la démolition du glucose. C'est-à-dire qu'on a commencé la démolition, mais on n'a pas encore terminé. Il y a encore de l'énergie stockée dans l'acide pyruvique. Elle doit être extraite. Donc, l'énergie stockée dans l'acide pyruvique, on ne peut pas l'extraire au niveau de l'hyaloplasme. Donc, on a besoin de certaines enzymes, on a besoin de certaines conditions qu'on ne trouve pas dans l'hyaloplasme. Donc, le poursuit de la démolition de glucose sera dans un organite appelé la mitochondrie. Donc, la mitochondrie, c'est un organite où les réactions d'extraction d'énergie vont se poursuivre. Donc, cette mitochondrie est composée initialement d'une membrane externe, à membrane interne, un espace intermembranaire. L'espace intermembranaire, c'est cet espace ici en vert. Donc, c'est l'espace entre les deux membranes, membrane externe et membrane interne. L'espace entre les deux est appelé l'espace intermembranaire. Puis, le milieu interne, c'est la matrice. Donc, cette partie-là, cette partie intérieure, c'est la matrice. Et dernièrement, les crêtes mitochondriales. Donc, les crêtes, ce sont les structures formées par la membrane interne. Donc, la membrane interne se prolonge et il forme des crêtes mitochondriales. Donc, ici, au niveau de la mitochondrie, l'acide pyruvique va pénétrer à l'intérieur de la mitochondrie où on va extraire plus d'énergie. On va extraire encore de l'énergie qui existe encore à l'intérieur de l'acide pyruvique. Donc, l'étape de l'oxydation va commencer au niveau de la matrice de la mitochondrie ou bien la matrice mitochondriale. Donc, au niveau de la matrice mitochondriale, l'acide pyruvique va pénétrer, puis elle va subir une décarboxylation. Qu'est-ce que ça veut dire une décarboxylation? Tout simplement, c'est l'arrachement d'un atome du carbone. Donc, vous pouvez remarquer que l'acide pyruvique ici est composé de 3 atomes de carbone. Ici, C, H3, C, O, C, OOH. Donc, 3 atomes de carbone. Maintenant, on a arraché l'une des atomes de carbone, donc elle se transforme en acétyl. Donc, l'acide pyruvique n'est plus un acide, donc il se transforme en acétyl. Donc, l'arrachement des carbones est appelé décarboxylation. Elle est accompagnée par un arrachement des atomes d'hydrogène. Donc, on a arraché 2 atomes d'hydrogène pour former NADH, H+, depuis NAD+. Et toujours, l'arrachement des protons, elle est accompagné par l'arrachement des électrons. Donc, on a arraché 2 électrons et 2 protons pour former un NADH H+. Donc ici, c'est une oxydation d'acide pyruvique. Décarboxylation, déshydrogénation et oxydation d'acide pyruvique et se transforme en acétyl. On n'a pas encore terminé. Donc l'acétyl va réagir avec une autre molécule qui existe dans la matrice mitochondriale. Elle existe déjà dans la matrice mitochondriale, appelée le coenzyme A. Donc le coenzyme A va réagir avec l'acétyl qui provient de l'acide pyruvique pour former l'acétyl coenzyme A. Donc on a formé ici une molécule composée de coenzyme A et composée de l'acétyl, c'est l'acétyl coenzyme A. L'acétyl coenzyme A va réagir encore avec une molécule à 4 carbones. Cette molécule à 4 carbones existe déjà dans la mitochondrie. Donc la réaction entre cette molécule à 4 carbones et l'acétyl coenzyme A va permettre la formation d'une molécule à 6 carbones avec la libération du coenzyme A. Donc le rôle ici du coenzyme A, c'est uniquement de transporter, de transférer ces 2 atomes de carbone, ou bien les composants acétyles, vers une molécule à 4 carbones qui devient une molécule à 6 carbones. Donc vous pouvez remarquer ici, j'ai distingué par les couleurs entre les atomes originaux et les atomes qui proviennent de l'acide pyruvique. Cette molécule à 6 carbones va subir une réaction de décarboxylation. Elle va perdre l'une de ces atomes de carbone. Cette décarboxylation, elle est accompagnée par une déshydrogénation. Donc on a libéré encore
une atome sous forme de CO2, une atome de carbone sous forme de CO2, et on a arraché encore 2 électrons et 2 protons. Puis, cette molécule à 5 carbone va réagir encore, elle va subir encore une décarboxylation, une déshydrogénation. Puis, la molécule à 4 carbone va subir une déshydrogénation pour la formation de NADH+ et FADH2. FADH, c'est encore un transporteur des électrons et un transporteur des protons. Donc, elle a le même rôle de NADH+, de NAD. Et puis, on va extraire un petit peu d'énergie qui va nous permettre de former un GTP, non pas ATP, GTP, et le GTP va se transformer en ATP. Donc, globalement, on va produire un ATP. Donc, cette série de réactions, elle est appelée le cycle de Krebs. Et soyez, s'il vous plaît, prudents. Donc, le cycle de Krebs, c'est uniquement cette succession, bien cette série des réactions, et non pas la totalité des réactions qui se déroulent au niveau de la matrice. La totalité des réactions au niveau de la matrice mitochondriale, elle est appelée l'oxydation de l'acide pyruvique. Et durant l'oxydation de l'acide pyruvique, on a une série de réactions appelées le cycle de Krebs. Donc, l'oxydation de l'acide pyruvique, c'est premièrement la transformation de l'acide pyruvique, ou bien l'utilisation de l'acide pyruvique pour la formation de l'acétylcoenzyme A, et deuxièmement, les réactions du cycle de Krebs. Donc, en somme, on a produit un ATP, 4 NADH, un ATP, c'est celle-là, 4 NADH+, voilà la première molécule, la deuxième, la troisième, la quatrième. Donc, 4 molécules de NADH+. Une molécule de FADH2, c'est celle-là qu'on a produit durant la dernière réaction du cycle de Krebs. Mais on a dit que le glucose va donner 2 acides pyruviques. Et ici, on a représenté une molécule d'acide pyruvique. Donc, les réactions qui se déroulent là, pour la première molécule, se déroulent aussi pour la deuxième molécule. Donc, ces produits seront divisés ou bien seront multipliés en 2. C'est-à-dire, avec les 2 molécules d'acide pyruvique, on va produire 2 ATP, 8 NADH+ et 2 FADH2. Donc, c'est la deuxième étape de la démolition de glucose, l'oxydation de l'acide pyruvique. Elle donnera ces produits-là. Donc, on va continuer dans le poursuite de la démolition du glucose, maintenant la phosphorylation oxydative. Donc jusqu'à maintenant, on a dit que dans l'hyaloplasme, on a produit 2 ATP, 2 NADH+ et 2 acides pyruviques. Les acides pyruviques pénètrent dans la matrice mitochondriale, subissent l'oxydation de l'acide pyruvique en produisant 2 ATP, 2 NADH+ et 2 FADH2. Donc on n'a pas encore terminé, on peut extraire plus d'énergie. Donc au niveau de la matrice ou bien au niveau de la membrane interne mitochondriale, donc j'ai représenté cette partie-là, c'est la membrane interne, ici c'est la matrice, ici c'est l'espace intermembranaire et la membrane externe n'est pas présentée ici. Donc au niveau de la matrice ou bien au niveau de la membrane interne, on va trouver un ensemble des protéines. On ajoute à ce complexe protéique ou bien à ces complexes protéiques un complexe bien distingué appelé l'ATP synthase ou bien l'ATP synthétase ou bien les sphères pédonculées. Donc les sphères pédonculées ont un rôle crucial dans cette réaction de phosphorylation oxydative. Donc on va voir. Donc, premièrement, les transporteurs réduits, c'est-à-dire qui portent les atomes d'hydrogène et les électrons, sont appelés TR pour transporteur, ou bien T pour transporteur, ou bien R pour radical. Donc, on dit souvent TH ou bien RH. Donc, si vous avez trouvé TH ou RH, ça veut dire NADH+ ou FADH2. Donc, ces deux éléments sont appelés TH et ils portent des protons et des électrons. Donc, la première réaction qu'on va voir, c'est l'oxydation des transporteurs. C'est-à-dire qu'on va arracher les électrons et les protons des transporteurs. Donc, on a déjà étudié que durant la glycolyse, durant l'oxydation de l'acide pyruvique, on a réalisé des réactions de transformation, bien de réduction de NAD. Tel qu'on transforme NAD+ en NADH+. C'est dans les étapes précédentes. Maintenant, on a fait l'inverse, c'est-à-dire on a récolté les électrons et les protons qu'on a déjà stockés dans les transporteurs des électrons. C'est pour cela qu'on les nomme des transporteurs des électrons et des transporteurs de protons, car ils faisant uniquement le transport des électrons et le transport des protons. C'est-à-dire ils transfèrent les protons et les électrons
électrons depuis une réaction vers une autre réaction. Donc maintenant, on a arraché les électrons et les protons des transporteurs. C'est une réaction d'oxydation des transporteurs et de réduction de ce complexe protéique. Puis, les électrons seront transportés vers l'autre transporteur protéique. Ce transport des électrons sera accompagné par un pompage des protons vers l'espace intermembranaire. Puis les électrons se transportent vers le complexe 2, puis vers le complexe 3, et toujours le transport des électrons depuis le complexe 2 vers le complexe C, il est accompagné, vous pouvez voir ici, donc il est accompagné par le pompage de deux autres protons H+. Les électrons vont continuer à se transporter vers le dernier transporteur, mais vous pouvez voir ici que cette protéine n'est pas suivie par un autre transporteur. Donc, il est suivi par l'ATP synthase. Et l'ATP synthase n'est pas un transporteur des électrons. Donc ici, pour continuer la série de transport, on a besoin d'un accepteur des électrons, c'est-à-dire une molécule qui va arracher ces électrons, qui va libérer ces électrons, bien libérer le complexe 3 de ces électrons. Donc cette molécule, c'est l'O2. Donc l'O2 qui provient de la respiration, lorsqu'on inspire, on inspire de l'air. Donc on prend de l'oxygène depuis l'air qu'on a inspiré. Donc il est diffusé dans les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins vont transporter à travers les hématies, vont transporter l'O2 vers les cellules. Lorsque les cellules prennent l'O2 des vaisseaux sanguins, donc l'O2 va jouer le rôle de accepteur final des électrons, c'est-à-dire la dernière molécule qui va accepter les électrons. Donc après qu'elle accepte l'O2, qu'elle accepte les deux électrons, donc on obtiendra un oxygène qui est réduit, c'est-à-dire qu'elle a accepté deux autres électrons. Donc l'oxygène réduit va réagir avec deux autres protons d'H+, pour former l'H2O, pour former l'eau. Donc ici, l'O2, elle est considérée comme un accepteur final, car c'est lui qui a accepté finalement les électrons provient de l'oxydation des transporteurs. Donc ici, les protons qu'on a pompés vers l'espace intermembranaire vont s'accumuler au niveau de l'espace intermembranaire en donnant une différence de concentration d'H+. C'est-à-dire que la membrane ou bien l'espace intermembranaire sera plus concentré que la matrice. C'est-à-dire que la concentration, que la charge en H+, dans l'espace intermembranaire sera beaucoup plus importante que la charge intramembranaire, c'est-à-dire au niveau de la matrice des protons H+. Et on aura la formation d'une charge potentielle positive dans l'espace intermembranaire contre une charge potentielle négative dans la matrice. Cette différence de charge, c'est lui qui va activer les ATP synthase. C'est-à-dire que les ATP synthase ne vont pas travailler, ne vont pas fonctionner, sauf en cas d'existence de différence de charge. Donc, lorsqu'on a créé cette différence de charge à travers le pompage des protons vers l'espace intermembranaire, les ATP synthétases seront activés et donc elles vont commencer à introduire ou bien à permettre l'entrée des protons d'H+ vers l'espace ou bien vers la matrice, de l'espace intermembranaire vers la matrice. Donc, ce flux des protons produits par l'ATP synthase sera utilisé pour produire de l'ATP à travers l'ADP plus PI. Donc ici, on a réuni le PI avec l'ADP pour former l'ATP. La formation d'ATP n'est pas possible sauf en entrée ou bien suite à l'entrée du proton H+. Et l'entrée du proton H+, n'est pas possible sauf qu'il y a ou bien qu'il existe une différence de charge entre l'espace intermembranaire et la matrice. Donc lorsqu'on crée la différence de charge, les ions H+ vont entrer à l'intérieur de la matrice. Le flux des ions H+ va permettre la formation d'ATP à partir de l'ADP plus PI. Donc, en somme, à travers la phosphorylation oxydative, on produit pour chaque NADH+, 3 ATP. C'est-à-dire NADH+ sera oxydé au niveau de la première protéine, du premier complexe. Puis les électrons seront transportés d'une protéine à l'autre jusqu'à l'accepteur final qui est l'O2. Les protons seront pompés vers l'espace intermembranaire. Elles vont s'accumuler. Elles vont créer la différence de charge. La différence de charge va activer l'ATP synthase, ce qui permet le flux des protons. Le flux de protons va permettre la formation de 3 ATP depuis
une molécule de NADH H+. Et pour une molécule de FADH2, on va former 2 ATP. Pourquoi cette différence? Donc, je vais expliquer brièvement et cette explication n'est pas essentielle pour votre compréhension du cours. C'est-à-dire, si vous arrivez à comprendre facilement, c'est bon. Si vous n'arrivez pas, donc c'est pas grave. Donc, NADH+ commence l'oxydation depuis la première protéine, alors que FADH2 commence depuis la deuxième protéine. Ici, NADH+, lorsqu'il commence de la première protéine, donc elle permet le pompage de plus des protons H+, que le FADH2 qui a commencé de la deuxième protéine. Donc, en utilisant NADH+, on va pomper plus de protons que lors de l'utilisation de FADH2. Et les protons, lorsqu'elles reviennent depuis l'ATP synthase, donc elles produisent 3 ATP pour NADH+, et 2 ATP pour FAD. Donc si on compte le nombre des NADH qu'on a produit jusqu'à maintenant, donc on va voir qu'on a produit 2 NADH+ lors de l'hydrolyse, ou bien de la glycolyse. On a produit 8 NADH+ au niveau ou bien lors de l'oxydation des 2 acides pyruviques. Pour FADH2, on a produit 2 FADH2 lors de cycle de Krebs. Donc 8 ou bien 10 NADH+, 2 plus 8, ça donnera dans la phosphorylation oxydative 30 ATP. Et 2 FADH2, ça donnera lors de la phosphorylation oxydative 4 ATP. La somme 30 ATP qui provient de 10 NADH+, 4 ATP qui provient de 2 FADH+, donc ça fait 34 ATP. 34 ATP, si on les ajoute à 2 ATP qu'on a produits durant l'oxydation de l'acide pyruvique, ça fait 36 ATP. Si on les ajoute sur les 2 ATP qu'on a produits durant la glycolyse, ça fait 38 ATP. Donc, durant cet ensemble des réactions, on a produit 38 ATP. Mais dans quelques sources, vous allez trouver qu'on a produit uniquement 36 ATP. Pourquoi? Si on compte le nombre des ATP, on trouve que la somme c'est 38 ATP, non pas 36 ATP. Mais dans ces sources-là, ils disent qu'on a produit uniquement 36 ATP. Pourquoi? Donc ici, les 2 NADH+, les 2 premières NADH+ qu'on a produit, on les produit au niveau de l'hyaloplasme. Pour qu'ils seront utilisés durant la phosphorylation oxydative, elles doivent pénétrer à l'intérieur de la mitochondrie pour qu'ils subissent la phosphorylation oxydative. Donc la pénétration de NADH+ se fait par la transformation de NADH+ en FADH2. C'est-à-dire NADH+, lorsqu'elle pénètre à l'intérieur de la mitochondrie, elle se transforme en FADH. Donc ici, en prenant en considération cette transformation, on va trouver que le nombre des NADH+, c'est uniquement 8. Les 8 NADH+ qu'on a produits à l'intérieur de la matrice. Pourquoi on a exclu ces 2 NADH+? Alors, on a exclu ces 2 NADH+, car l'entrée va les transformer en FADH. Donc, elles ne seront plus comptées comme NADH+. Alors, avec 8 NADH+, lors de la phosphorylation oxydative, on produit uniquement 24 ATP. Et maintenant, les FAD devient 4 FADH2. Pourquoi? Les 2 qu'on a produits dans le cycle de Krebs et les 2 NADH+ qui ont été transformés en FADH. Donc, on va produire 8 ATP depuis les 4 FADH2. Donc, la somme des ATP qu'on a produits durant la phosphorylation oxydative, c'est uniquement 32 ATP. On les ajoute à ces ATP qu'on a produits précédemment, donc la somme sera 36 ATP. Donc, dans certaines cellules, le nombre des ATP produits est 38 ATP, comme les cellules hépatiques et d'autres cellules. Alors que dans d'autres cellules, comme les cellules musculaires, le nombre d'ATP produits est uniquement 36 ATP. Donc, pour vous, vous allez traiter les données comme elles sont présentées dans l'exercice. C'est-à-dire, si vous avez trouvé 36 ATP, vous considérez que l'entrée de NADH+, elle a causé la transformation de NADH+ en FADH. Si vous avez trouvé dans l'exercice 38 ATP, donc vous allez compter comme la méthode qu'on a fait précédemment.
Donc, toujours dans le poursuite de la démolition de glucose, on va voir maintenant le bilan de la respiration cellulaire. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est de la respiration cellulaire où on a consommé le dioxygène comme un accepteur final des électrons. Donc, les étapes qu'on a vues jusqu'à maintenant, premièrement, la glycolyse qui se déroule dans l'hyaloplasme. Deuxièmement, l'oxydation de l'acide pyruvique qui se déroule dans la matrice mitochondriale. Et troisièmement, la phosphorylation oxydative qui se déroule dans la membrane interne mitochondriale. Donc, durant la glycolyse, on prend la molécule de glucose plus 2 NAD+, plus 2 ADP, plus 2 PI. Ce sont les réactifs. Pour produire 2 acides pyruviques, 2 NADH+, et 2 ATP. Les NADH+, et les ATP seront gardés alors que les 2 acides pyruviques poursuivent dans l'étape suivante qui est l'oxydation de l'acide pyruvique. Durant l'oxydation de l'acide pyruvique, pour oxyder l'acide pyruvique, on a besoin de 6 molécules d'H2O, de 8 molécules de NAD+, et de 2 molécules de FAD. On va les utiliser pour oxyder l'acide pyruvique et on obtient les 2 acides pyruviques donnant 6 molécules de CO2, 8 molécules de NADH+, 2 molécules de FADH2 et 2 molécules d'ATP. Donc jusqu'à maintenant, on a produit 2 NADH+, durant la glycolyse, 8 NADH+, durant l'oxydation de l'acide pyruvique et 2 FADH2 durant l'oxydation des acides pyruviques. Donc ces transporteurs seront tous utilisés lors de la phosphorylation oxydative. Pour réaliser la phosphorylation oxydative, on a besoin de 34 ADP plus PI et 6 molécules de dioxygène qui vont jouer le rôle des accepteurs finaux des électrons. Donc, en réalisant la phosphorylation oxydative, on va produire 12 molécules d'H2O, 34 molécules d'ATP et 10 molécules de NAD+, et 2 molécules de FAD. Donc, à travers les réactifs et les produits, on peut déduire les équations globales de chaque étape. Donc, l'équation globale de la glycolyse, c'est celle-là. L'équation globale de l'oxydation de l'acide pyruvique, c'est celle-là, et la phosphorylation oxydative. Donc, et on a 2 réactions que vous devez garder. C'est la réaction de la glycolyse, la réaction globale de la glycolyse, et la réaction globale de l'oxydation d'acide pyruvique. Et si on a représenté la réaction globale pour 2 molécules d'acide pyruvique. Donc, il est souvent demandé dans les questions de la restitution de connaissances, il est souvent demandé de déterminer la réaction globale pour un acide pyruvique. Donc, pour extraire l'équation globale d'un acide pyruvique, il suffit de diviser les nombres ici en 2. Donc, ça fait un acide pyruvique, CH3COCOH, plus 4 molécules de NAD+, plus une molécule de FAD+, plus 3 molécules, etc., etc. Donc, vous divisez les nombres ici en 2 si vous voulez avoir la réaction globale de l'oxydation d'un acide pyruvique. Et à travers ces 3 réactions, on peut extraire la réaction globale de la respiration cellulaire. Donc, la réaction globale de la respiration cellulaire, c'est une molécule de glucose, plus 38 molécules d'ADP, plus 38 molécules de PI, plus 6 molécules de dioxygène, donnant 6 molécules de CO2, 6 molécules d'H2O et 38 ATP. La réaction globale, on peut la réaliser à travers la somme des 3 équations. Et si on a trouvé un élément dans les réactifs et dans les produits, donc on élimine cet élément. Donc, on a terminé maintenant le poursuite de la démolition du glucose, l'oxydation de l'acide pyruvique et la phosphorylation oxydative. Donc, cette partie, c'est la partie la plus longue de notre cours. Donc, on passe maintenant aux voies anaérobiques, la fermentation. C'est-à-dire que dans certains cas, au niveau de la cellule, le glucose est démolissé sans l'utilisation de dioxygène. C'est ce qu'on appelle la fermentation. Donc, c'est une voie anaérobique, c'est-à-dire sans l'utilisation de dioxygène. Dans les voies anaérobiques, le glucose, elle est toujours démolissé en 2 acides pyruviques. La première étape, elle est commune entre la fermentation et la respiration. C'est la glycolyse. Donc, on prend le glucose, on le divise en 2 molécules d'acide pyruvique avec la production de 2 ATP et 2 NADH+. Mais dans la respiration qu'on a vue précédemment, dans la respiration, l'acide pyruvique va entrer à l'intérieur de la mitochondrie
où il subit les deux autres étapes, l'oxydation et la phosphorylation oxydative. Mais ici, lors de la fermentation, l'acide pyruvique est directement transformé en acide lactique. La différence entre l'acide pyruvique et l'acide lactique, c'est uniquement ces deux atomes d'hydrogène. Ces deux atomes d'hydrogène qui proviennent de la réduction, bien de l'oxydation de N1DH+. Donc on prend N1DH+, on la transforme en N1D+, et les deux électrons récupérés seront ajoutés sur l'acide pyruvique pour produire l'acide lactique, tout simplement. Donc les deux N1DH+ qu'on a produits dans la première étape, ils seront utilisés dans la deuxième étape. C'est-à-dire que la somme de ces réactions sera uniquement 2 ATP pour les deux acides lactiques, alors que les deux N1DH+ sont produits durant la première étape et consommés durant la deuxième étape. Dans certains cas, dans certaines cellules, le glucose se transforme en acide pyruvique, mais l'acide pyruvique ne se transforme pas en acide lactique, elle se transforme cette fois en éthanol, un alcool appelé l'éthanol. Et si vous avez comparé l'acide pyruvique avec l'éthanol, vous considérez l'existence d'une décarboxylation. L'acide pyruvique il est composé de 3 atomes de carbone, alors que l'éthanol il est composé uniquement de 2 atomes de carbone. C'est-à-dire qu'on a arraché une autre atome de carbone sous forme de CO2. Donc, la première réaction, elle est appelée la fermentation lactique, puisqu'on a produit l'acide lactique. La réaction globale, c'est celle-là. La deuxième réaction, elle est appelée la fermentation alcoolique, puisqu'on a produit un alcool, ol, c'est-à-dire un alcool, OH. Et la réaction globale, c'est celle-là. Donc, on a terminé maintenant les voies anaérobiques de la fermentation. On passe au rendement énergétique et comparaison entre la fermentation et la respiration. Donc, le rendement énergétique. Si on prend le glucose, et on réalise la respiration cellulaire, le glucose sera transformé en 6 molécules de CO2, en 6 molécules d'H2O. Ces deux molécules, le CO2 et l'H2O, ne contiennent pas d'énergie, seront libérées, seront dégagées hors de la cellule. Donc ces deux molécules-là ne contiennent pas de l'énergie. Mais on a produit 38 ATP et les ATP contiennent de l'énergie. C'est-à-dire qu'on a transféré l'énergie emmagasinée dans le glucose, on l'a transférée vers les 38 ATP. Mais est-ce qu'on a transformé ou bien transféré la totalité de l'énergie? C'est ce qu'on va voir. Le glucose, pour 1 mol de glucose, donc 1 mol de glucose, ça fait 6 fois 10 à la puissance 23 molécules de glucose. Ça fait à peu près de 180 grammes de glucose. Donc si on prend 1 mol de glucose, 1 mol de glucose contient 2836 kJ. Kilojoule, c'est l'unité de mesure de l'énergie, comme le kilocalorie ou bien les calories. Donc ici, dans un mol de glucose, on trouve 2836 kJ. Et dans chaque mol d'ATP, on trouve 30,5 kJ. Alors, dans 38 mols d'ATP, on trouve 1159 kJ. C'est-à-dire qu'on a transféré l'énergie existante dans le glucose, c'est-à-dire le glucose contient, 1 mol de glucose contient 2836 kJ, mais on a extrait uniquement 1159 kJ. C'est-à-dire qu'on a extrait uniquement 40%, presque 40% de l'énergie emmagasinée dans le glucose. C'est ce qu'on appelle le rendement énergétique. Donc le rendement énergétique de la respiration cellulaire, c'est 40%. C'est-à-dire qu'on peut extraire 40% de l'énergie emmagasinée à l'intérieur du glucose par la respiration cellulaire. Si on réalise les mêmes réactions ou bien les mêmes méthodes pour la fermentation, durant la fermentation, le glucose se transforme en résidu organique, en acide lactique et en éthanol. L'acide lactique et l'éthanol contient encore de l'énergie. Ces résidus organiques contiennent encore de l'énergie. C'est-à-dire qu'on n'a pas extrait la totalité de l'énergie emmagasinée dans le glucose. Il existe une partie de l'énergie qui est restée emmagasinée dans les résidus organiques. Et on a produit 2 ATP. Si on réalise les mêmes calculs, on trouve qu'on a extrait uniquement 61 kJ depuis les 2836 kJ qui existent déjà dans le glucose. Donc, en calcul, on a extrait presque de 2% de l'énergie emmagasinée dans le glucose. Donc, c'est ce qu'on appelle le rendement énergétique de la fermentation et de la respiration. Donc, on va comparer ensemble la respiration cellulaire et la fermentation. Donc, on va comparer au niveau cellulaire, c'est-à-dire où se déroulent les étapes, la nature des réactions et le bilan, il manque
les bilans énergétiques. Donc pour les niveaux cellulaires, la respiration commence dans l'hyaloplasme et poursuit dans la mitochondrie, c'est-à-dire la glycolyse se déroule dans l'hyaloplasme, alors que l'oxydation de l'acide pyruvique et la phosphorylation oxydative se déroule dans la mitochondrie. Alors que la fermentation se déroule entièrement dans l'hyaloplasme. Donc on n'utilise pas les mitochondries durant la fermentation. Les étapes. La respiration passe par 3 étapes. La glycolyse, l'oxydation d'acide pyruvique, la phosphorylation oxydative. Et on termine par une démolition complète de la molécule de glucose. Il se transforme en CO2 et en H2O. Alors que la fermentation passe uniquement par la glycolyse et la réduction de l'acide pyruvique. Donc c'est une démolition partielle qui n'est pas complète, puisqu'on a encore des résidus organiques. La nature de réaction pour la respiration aérobie, donc on utilise le dioxygène comme un accepteur final des électrons lors de la phosphorylation oxydative, alors que la fermentation est anaérobie, on n'a pas utilisé le dioxygène. Le bilan énergétique de la respiration c'est 38 ATP, alors que le bilan énergétique de la fermentation est uniquement 2 ATP. Et comme ça, on a terminé la première partie qui est l'extraction de l'énergie emmagasinée dans la matière organique. Et on va passer maintenant à la deuxième partie, la transformation de l'énergie durant la contraction musculaire. Donc après avoir terminé la première partie, on passe maintenant à la deuxième partie et on commence par la contraction musculaire et les phénomènes accompagnants. Donc tout d'abord, on va essayer de définir qu'est-ce que ça veut dire la contraction musculaire. On prend cet exemple-là. Donc ici, on a un exemple d'un muscle squelettique. Muscle squelettique, pourquoi appeler squelettique? Parce qu'il est lié avec notre squelette osseux. Donc muscle squelettique qui est responsable sur le mouvement du bras. Et vous pouvez remarquer que le mouvement du bras, elle est due à un raccourcissement au niveau de muscle. C'est-à-dire que la contraction du muscle va produire le mouvement. Le muscle il est lié avec l'os par des tendons. Donc la contraction musculaire, c'est le raccourcissement de muscle qui va produire un mouvement au niveau de notre squelette osseux. C'est ce qu'on appelle la contraction musculaire. Donc cette contraction musculaire, elle peut être enregistrée en suivant un protocole expérimental approprié tel qu'elle est représentée dans ce schéma-là. Donc, dans cette expérience, on veut enregistrer la contraction musculaire, mesurer et enregistrer la contraction musculaire. On prend une grenouille. Cette grenouille, elle est liée avec un appareil de stimulation qui donne des excitations, qui donne des stimulations électriques. L'appareil de stimulation, il est lié avec le nerf sciatique. Le nerf sciatique contrôle les mouvements de muscles au niveau des jambes de la grenouille. Lors de l'excitation du nerf sciatique, on va voir une contraction de muscle. Le muscle est lié avec un crayon d'enregistrement qui est lié avec un cylindre d'enregistrement qui est lié à un moteur qui va permettre le mouvement du cylindre. Donc, lors de l'excitation, le muscle va se contracter, ce qui va permettre de bouger le crayon d'enregistrement. C'est-à-dire que le crayon d'enregistrement, lors de l'excitation, bien lors de la contraction, elle va se déplacer vers le haut et lors du relâchement, il va se déplacer vers le bas. Elle va revenir à la position initiale. Et puisque le cylindre va bouger, suite au mouvement du moteur, donc le cylindre va enregistrer, ou bien on va enregistrer au niveau du cylindre, on va enregistrer un myogramme, c'est-à-dire un graphe qui représente la période de contraction et la période de relâchement. Donc le myogramme, il est composé de plusieurs périodes. Premièrement, on peut remarquer que la stimulation et le début de réponse ne sont pas synchronisés, c'est-à-dire que la stimulation ne donnera pas immédiatement une réponse, mais il y a un décalage entre la stimulation et le début de réponse. Cette période de décalage, elle est appelée période de repos ou bien période de latence ou bien la période réfractaire où la cellule ne va pas se contracter immédiatement. Après la période de repos, la cellule va commencer à se contracter, c'est la période de contraction. Après la période de contraction, la cellule va se relâcher en absence de toute autre stimulation. C'est-à-dire qu'on n'a pas stimulé le muscle encore une fois. Donc, une seule stimulation. Après la contraction, le relâchement. Et on peut voir ici que la période de contraction, il est plus rapide que la période de relâchement.
l'amplitude représente l'intensité de la contraction, c'est-à-dire la force de la contraction. Si on appliquait une seule stimulation, on aura une secousse musculaire. Qu'est-ce que ça veut dire une secousse musculaire? La secousse musculaire, ce n'est pas la totalité de cette figure-là, mais chaque graphe ici représente une secousse musculaire. Donc lorsqu'on a appliqué une stimulation, il représente l'intensité de la stimulation, par une intensité I1, le muscle n'a pas répondu. Pourquoi? Car la stimulation ici, elle est très faible. Lorsqu'on a augmenté un petit peu la stimulation, toujours pas de réponse. Lorsqu'on a augmenté encore la stimulation, on obtiendra une réponse qui est faible. Et plus qu'on augmente l'intensité de la stimulation, plus que le muscle répond de manière plus intense. C'est-à-dire que l'intensité de la réponse, elle est liée avec l'intensité de la stimulation exercée. Si on a appliqué deux stimulations, on va enregistrer ce qu'on appelle une fusion. Cette fusion peut être complète, peut être incomplète. Lors de fusion, je vais commencer par la fusion incomplète. Lors de la fusion incomplète, on applique la deuxième stimulation lors de la période de relâchement de la première stimulation. C'est-à-dire on stimule le muscle, il commence à se contracter, puis il commence à se relâcher, une secousse. Mais avant que le relâchement termine, on applique une autre stimulation, ce qui va donner une fusion incomplète. Si on a appliqué les deux stimulations de manière trop rapprochée, telle qu'on a appliqué la première stimulation, et dans la période de contraction, on a appliqué la deuxième stimulation. On aura la fusion complète des deux stimulations. Si on a appliqué plusieurs stimulations, on enregistre le tétanos. Donc le tétanos peut être parfait, peut être imparfait. Si on a appliqué ici, c'est seulement on teste l'amplitude du muscle pour les trois secousses. Pour les trois premières secousses, ce sont seulement des tests de muscles. Donc après, on a appliqué plusieurs simulations, mais vous pouvez remarquer ici des rebondements au niveau du graphe. Ces rebondements-là, ce sont dus que les excitations appliquées, on a appliqué plusieurs excitations. Les excitations, bien les simulations appliquées, sont un petit peu éloignées, telles que la deuxième simulation vient dans la période de relâchement de la simulation précédente. C'est-à-dire, on applique la première simulation, le muscle se contracte et se relâche. Et avant la fin du relâchement, on applique la deuxième stimulation. Le muscle se contracte encore, c'est la fusion incomplète, puis il commence à se relâcher. Mais dans le deuxième relâchement, on applique le troisième ou bien la troisième stimulation, ce qui va donner une autre réponse. Et comme ça, on obtient un tétanos parfait. Ou bien tétanos ici, je m'excuse, tétanos imparfait. Et ici, le tétanos parfait. Donc ici, on obtiendra un tétanos parfait, imparfait. Si on a appliqué les simulations de manière continue, c'est-à-dire on applique la stimulation, on commence par là, on applique la stimulation et dans la période de contraction, on applique la deuxième. Et dans la période de contraction de la deuxième, on applique la troisième stimulation, etc., etc. C'est-à-dire on ne laisse pas le temps au muscle pour se relâcher. Donc, une contraction continue appelée tétanos parfait. Donc, on passe maintenant au phénomène thermique. On a vu les phénomènes mécaniques, maintenant on va étudier les phénomènes thermiques. Si on prend l'exemple d'une secousse musculaire, on a appliqué une stimulation. Après une période de repos, le muscle se contracte puis se relâche. Et ici, les traits discontinus ici représentent qu'on a éliminé une partie ou bien une période dans le graphe. C'est-à-dire que cette partie-là de traits discontinus représente une longue partie du temps, ou bien une longue période. Et on mesure la quantité de la chaleur simultanément avec le secousse musculaire, ou bien la secousse musculaire. Ce qu'on remarque, c'est que le muscle, lors de la contraction musculaire, libère une quantité de la chaleur appelée la chaleur initiale. C'est-à-dire que la température du muscle augmente un petit peu lors de la contraction musculaire, c'est-à-dire dans la période de la secousse musculaire. Mais on remarque aussi une chaleur retardée qui vient après la fin de la réponse de muscle. C'est-à-dire que le muscle a été contracté, puis relâché, et après une longue période,
relativement longue. Donc après une longue période, on voit l'apparition d'une chaleur retardée. Donc ce sont les deux chaleurs libérées par le muscle lors d'une stimulation, bien d'une contraction musculaire. La chaleur initiale, l'amplitude de la chaleur initiale, l'intensité de la chaleur initiale, elle est plus importante que l'amplitude de la chaleur retardée. Mais la chaleur initiale, elle est bref, c'est-à-dire elle apparaît dans une période qui est très restreinte, alors que la chaleur retardée dure plus longtemps que la chaleur initiale. Donc, on a terminé la contraction musculaire et les phénomènes accompagnants. On passe maintenant à la structure et l'ultrastructure du muscle squelettique strié. Donc, en prenant un muscle, il mesure un petit peu 20 cm de longueur et il mesure à peu près 4 cm de largeur. Le muscle est composé de plusieurs faisceaux musculaires, dont chaque faisceau mesure un petit peu près d'1 cm. À l'intérieur de chaque faisceau musculaire, on trouve des fibres musculaires qui mesurent 120 micromètres. Micro, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 6. La fibre musculaire contient des noyaux. On trouve à l'intérieur de la fibre musculaire des noyaux. Donc la membrane interne sera appelée membrane sarcoplasmique, comme la membrane cytoplasmique. Pourquoi on n'a pas dit membrane cytoplasmique? Parce que on trouve les membranes cytoplasmiques chez les cellules normales. Mais dans ce cas-là, on est en train d'étudier une cellule musculaire qui a des particularités. Donc on appelle la membrane sarcoplasmique comme si on dit la membrane cytoplasmique. Et à l'intérieur, on trouve le sarcoplasme, comme le cytoplasme. Donc vous pouvez voir que la fibre musculaire contient les trois composants essentiels de la cellule. Elle contient le noyau, la membrane et le cytoplasme. Le noyau, la membrane sarcoplasmique et le sarcoplasme. Donc on peut appeler la fibre musculaire une cellule musculaire parce qu'il contient la membrane, le noyau et le cytoplasme. À l'intérieur de la fibre musculaire, on trouve encore des structures fibreuses appelées des myofibrilles. Donc, à l'intérieur des fibres musculaires, on trouve les composants de la cellule, le noyau, le sarcoplasme, etc. Et on trouve aussi les myofibrilles. Si on agrandit encore plus les myofibrilles, donc c'est la structure qu'on va voir au niveau des myofibrilles. On peut observer les myofibrilles par la microscopie électronique. Donc, on obtiendra cette figure-là. Donc, cette figure-là représente une photo réelle d'une myofibrille au niveau du muscle squelettique strié. Si vous pouvez remarquer bien, chaque myofibrille elle est divisée en plusieurs parties sombres et plusieurs parties claires. Donc, c'est la première partie, ou bien zone claire, c'est la première partie sombre, puis on aura une autre partie claire, puis une autre partie sombre, etc., etc. Donc, on peut dire que les myofibrilles sont des successions des zones claires alternées avec des zones sombres. Les zones claires sont entrecoupées par des structures sombres ici, ce trait-là, appelé strie Z. Donc cette structure sombre, cette ligne-là, c'est le strie Z. Et au niveau de la zone sombre, on trouve une autre zone qui est moins sombre, appelée la zone H. Si on détaille encore les myofibrilles, on agrandit les myofibrilles, on détaille encore les myofibrilles, cette structure-là, c'est celle représentée schématiquement ici. On va trouver que les myofibrilles sont composées de deux protéines. Ce sont des protéines, des myofilaments protéiques. Donc, ce sont des protéines de myosine et d'actine. La myosine, c'est à l'intérieur, ce sont les myofilaments épaisses, et l'actine, ce sont les myofilaments fines. Vous pouvez voir que la zone claire, c'est la zone où on trouve uniquement l'actine. La zone sombre, c'est la zone où on trouve l'actine et la myosine. Donc la zone sombre est entrecoupée par la zone H, où on trouve uniquement la myosine. Donc la totalité du muscle, elle est composée de ces deux protéines. La myosine et la myosine, les myofilaments de myosine, sont composés de plusieurs molécules de myosine. Chaque molécule de myosine elle est composée de bâtonnets plus des têtes de myosine. Alors que pour l'actine, elle est composée d'une protéine principale appelée l'actine G,
entouré par une autre protéine appelée tropomyosine. Et sur les tropomyosines, on trouve la troisième protéine qui est la troponine. Donc, c'est la structure du muscle squelettique strié. On récapitule. Le muscle composé de plusieurs faisceaux musculaires. Chaque faisceau musculaire contient plusieurs fibres musculaires. Les fibres musculaires, ce sont des cellules musculaires. Chaque fibre musculaire contient plusieurs myofibrilles. Les myofibrilles sont l'alternance d'une zone ou bien des zones claires et des zones sombres. Les zones claires, ce sont les zones où on trouve uniquement l'actine, alors que les zones sombres, c'est les zones où on trouve l'actine et la myosine, sauf la zone H où on trouve uniquement la myosine. La myosine, elle est composée de plusieurs molécules de myosine, dont chaque molécule est composée d'une bâtonnette et des têtes de myosine. Alors que l'actine, elle est composée de l'actine G, de troponine et de tropomyosine. Donc on a terminé maintenant la structure et l'ultrastructure du muscle. On va passer à l'avant-dernière partie, les mécanismes de la contraction musculaire. Donc on peut constater les mécanismes de la contraction musculaire à travers une comparaison entre un myofibrille, bien une myofibrille contractée, une autre myofibrille relâchée. Si vous pouvez comparer les deux, donc la première remarque qu'on peut faire, ou bien qu'on doit faire, c'est que les deux strizèdes sont rapprochés après la contraction. Donc ici, la distance entre les deux strizèdes, elle est beaucoup plus importante que la distance entre les deux stries lors de... je m'excuse, ici encore... Donc ici, myofibrille relâchée et ici, myofibrille contractée. Donc ici, dans la myofibrille relâchée, vous pouvez remarquer que la distance entre les deux strizèdes, elle est plus loin que la distance entre les deux strizèdes ou bien dans la myofibrille contractée. En observant la structure moléculaire, on peut remarquer le rapprochement des molécules d'actine. Vous pouvez remarquer ici que les deux molécules d'actine se rapprochent et la distance ou bien la zone H, elle est fortement contractée. C'est-à-dire la contraction musculaire, la totalité de la contraction musculaire, c'est uniquement le rapprochement des deux molécules d'actine. C'est-à-dire les deux molécules d'actine se rapprochent, les deux strizèdes se rapprochent, le sarcomère c'est la distance entre deux strizèdes. Le sarcomère se raccourcit et cet raccourcissement du sarcomère va provoquer le raccourcissement du muscle et la contraction du muscle. Maintenant, la question, c'est comment ces deux filaments d'actine se rapprochent. Donc, le rapprochement des filaments d'actine se fait par plusieurs étapes qu'on va décrire ici. Donc, c'est la position initiale, en état de relâchement, en état de repos. Les deux molécules d'actine sont éloignées. C'est la zone H. C'est les deux strizèdes, la distance entre les deux strizèdes est appelée sarcomère. Donc, remarquez bien ici, donc c'est la position initiale. Ce sont les têtes de myosine qui portent une molécule d'ADP et une molécule de PI. C'est l'actine G à l'intérieur. C'est la tropomyosine et ici la troponine. Donc, c'est la position initiale. Et vous pouvez remarquer que les têtes de myosine ne sont pas liées avec les molécules d'actine. C'est-à-dire que les têtes de myosine sont séparées, dissociées des molécules d'actine. La première étape qu'on va remarquer, c'est la libération de CA2+. Donc, la première étape de la contraction musculaire, lors de l'arrivée de la stimulation, lorsqu'on stimule le muscle, donc la première étape, c'est la libération de CA2+, depuis le réticulum sarcoplasmique. Le réticulum sarcoplasmique, ce sont des sacs qui emmagasinent le CA2+, qui stockent le CA2+. Et lors de la contraction musculaire, ces sacs vont libérer le CA2+. Donc, première étape, c'est la libération de CA2+. C'est quoi le rôle de CA2+, exactement? Voilà. Donc, le CA2+, va se lier avec le troponine. Donc, la deuxième étape, c'est la fixation de CA2+, sur la troponine. C'est quoi le résultat de la fixation de CA2+, sur la troponine? Donc, voilà. Voilà. Donc, comme on a pu remarquer ici, la fixation de la troponine ou bien de CA2+ sur la troponine a produit
un déplacement de tropomyosine. Voilà, vous remarquez ici ce filament-là, ou bien ce filament-là de tropomyosine. Voilà. Donc, il a bougé un petit peu et on remarque l'apparition de certaines structures blanches ici, que sont les sites de fixation de l'actine sur la myosine. Donc, la fixation du CA2+ sur la troponine a permis le mouvement de tropomyosine. Le mouvement de tropomyosine a provoqué l'apparition des sites de fixation de l'actine sur la myosine. Donc ici, il est en anglais. L'étape suivante, bien sûr, c'est la fixation des têtes de myosine sur les filaments d'actine. Puisqu'on a ici, on a montré les sites de fixation. Initialement, les sites de fixation sont cachés, comme on peut voir ici. Donc, les sites de fixation sont cachés. C'est pour cela que les têtes de myosine ne peuvent pas se lier avec l'actine, puisque les sites de fixation sont cachés. Mais après la libération des sites de fixation, donc les têtes de myosine vont être capables de se lier avec les filaments d'actine et on aura la formation de complexe actomyosine qui contient l'actine et la myosine. Voilà. Donc les têtes de myosine sont fixées sur les filaments d'actine, c'est le complexe actomyosine. Et on rappelle que les têtes de myosine portent déjà une molécule d'ATP, une molécule de PI. L'étape suivante, c'est la libération de PI, puis la libération d'ADP et le tournement des têtes de myosine vers le centre du sarcomère. On dit ici le centre du sarcomère parce que ces têtes de myosine vont se tourner dans ce sens-là, c'est-à-dire de droite à gauche, et les autres têtes de myosine vont tourner vers le sens inverse pour que les deux filaments d'actine se rapprochent. Donc ici, après la libération d'ADP, les têtes de myosine tournent vers le centre du sarcomère. Et avec le mouvement des têtes de myosine, elles vont glisser les filaments d'actine. Ils vont glisser encore les filaments d'actine. Et le glissement des filaments d'actine va permettre le rapprochement des deux molécules d'actine et le raccourcissement du sarcomère. Voilà. L'étape suivante, c'est la fixation d'ATP sur la tête de myosine et la dissociation du complexe actomyosine. Donc, vous pouvez remarquer ici l'étape suivante. Une autre molécule d'ATP va se fixer sur les têtes de myosine, ce qui va permettre la dissociation des têtes de myosine des myofilaments d'actine. Après cette séparation, la molécule d'ATP sera hydrolysée, ce qui va permettre le retour des têtes de myosine vers leur position initiale. Donc, c'est l'hydrolyse de l'ATP qui a permis le mouvement des têtes de myosine. Le boucle va se répéter tant que le CA2+ est fixé sur les troponines. C'est-à-dire tant que l'excitation est active, les têtes de myosine seront liées avec les molécules d'actine et le boucle sera répété encore et encore. Et on va à chaque fois glisser un petit peu les filaments d'actine et plus en plus on rapproche les deux filaments d'actine et la contraction a lieu. Donc, ce sont les étapes principales de la contraction, bien les mécanismes principaux de la contraction musculaire. On passe maintenant à la dernière partie, le renouvellement d'ATP au niveau de la cellule musculaire. Donc, l'ATP il est utilisé durant la contraction musculaire. Comme on a vu dans la partie précédente, que l'ATP il est utilisé pour faire retourner les têtes de myosine vers leur position initiale. Donc, les molécules d'ATP sont utilisées dans la contraction musculaire et on doit les renouveler. Donc, d'où viennent ces molécules d'ATP utilisées durant la contraction musculaire? Donc, tout simplement, elles proviennent de la respiration cellulaire qui produit 38 ATP. Elle provient de la fermentation lactique qui produit 2 ATP, mais elle provient, on peut avoir des ATP par une autre voie appelée la phosphocréatine. La voie de la phosphocréatine, c'est tout simplement l'utilisation d'une molécule de CP, créatine phosphate, ou bien encore PC, phosphocréatine, avec une molécule d'ADP. On transforme le phosphore de CP vers l'ADP. Donc, on obtiendra le créatine et une molécule d'ATP. Donc, l'ATP obtenu ici sera utilisé durant la contraction musculaire. Donc, on a ici 3 voies. Une voie aérobie, c'est-à-dire qui consomme le dioxygène, c'est la respiration cellulaire, et 2 voies anaérobie, la fermentation lactique et la phosphocréatine. Mais maintenant,
dans quel cas on va utiliser la respiration, dans quel cas on va utiliser la fermentation, dans quel cas on va utiliser la phosphocréatine, est-ce qu'on utilise les trois voies de même façon, est-ce qu'on utilise les trois voies simultanément. Donc il y en a plusieurs questions qu'on va répondre dans le diapositive suivant. Donc au niveau de la cellule, on a un stock d'ATP, c'est-à-dire des emplacements où on stocke de l'ATP. Lors de la contraction musculaire, on prend depuis le stock d'ATP pour alimenter le muscle pour qu'il puisse se contracter. Mais avec l'utilisation du stock, la quantité d'ATP dans la cellule va diminuer. Si on n'a pas renouvelé le stock d'ATP, la contraction musculaire va s'arrêter. Le stock va s'épuiser et la contraction va s'arrêter. Mais heureusement que la respiration cellulaire qu'on a vue, la respiration cellulaire commence et produisent encore de l'ATP, ce qui va augmenter ou bien renouveler le stock d'ATP. Donc c'est la situation initiale, c'est la situation qu'on utilise quotidiennement. On fait des mouvements, ces mouvements nécessitent de l'ATP, l'ATP provient de la respiration cellulaire. Ici, il y a un équilibre entre la consommation d'ATP et le renouvellement d'ATP, c'est-à-dire que la même quantité d'ATP consommée, elle est renouvelée par la respiration cellulaire. Le problème, c'est quand la contraction musculaire, elle est encore plus intense. C'est lors de la translocation depuis une activité musculaire faible à une activité musculaire forte. C'est-à-dire lorsqu'on marche, lorsqu'on court, lorsqu'on réalise des activités musculaires, la contraction musculaire augmente, ou bien l'intensité de la contraction musculaire augmente. Ce qui fait que la consommation d'ATP va encore augmenter et le stock d'ATP va s'épuiser. Alors que la respiration cellulaire, elle est encore dans l'état de relâchement, elle produit encore une faible quantité d'ATP. Dans ce cas-là, la consommation sera plus importante que le renouvellement. Et le stock d'ATP sera épuisé. Heureusement encore qu'on a un autre stock de CP, un autre stock de créatine phosphate qui va aider la respiration cellulaire à renouveler l'ATP. La respiration cellulaire, elle est encore là, mais la quantité d'énergie produite par la respiration cellulaire, elle est beaucoup plus faible que la quantité consommée par le muscle. Pourquoi la respiration cellulaire ne s'accélère pas? Donc la respiration cellulaire, elle va accélérer, elle va donner encore plus d'énergie, mais elle prend un petit peu de temps. Le temps d'adaptation de la respiration cellulaire est très long. C'est-à-dire que la respiration cellulaire ne va pas produire la totalité d'énergie consommée qu'après une longue période. Et dans cette période, le stock d'ATP sera épuisé. Donc, on doit utiliser d'autres méthodes en attendant l'adaptation de la respiration cellulaire. On ne peut pas se baser uniquement sur le stock de CP parce que le stock de CP s'épuise de moins d'une minute. C'est-à-dire que le stock de CP, elle est faible. On ne peut pas se baser uniquement sur ce stock-là. C'est pour cela qu'on va utiliser encore la fermentation lactique. Donc, lors de la contraction musculaire intense, on va utiliser le stock de CP, mais puisque le stock de CP il est faible, on va utiliser encore la fermentation lactique. Tout ça en attendant l'adaptation de la respiration cellulaire. Lorsque la respiration cellulaire s'y active encore et produit encore plus d'énergie, on va arrêter l'utilisation de la fermentation lactique et on va arrêter l'utilisation du stock de créatine phosphate. Pour mieux expliquer, on prend ce graphe-là. Donc, cette situation d'un travail musculaire continu. Ici, l'intensité de la contraction musculaire par les traits discontinus. Donc, l'intensité de la contraction musculaire augmente avec le temps. Ici, c'est le temps. Donc, avec le temps, l'intensité de travail musculaire augmente, par exemple, lors d'un exercice musculaire. Dans les premières secondes, on va utiliser le CP. Pourquoi? Parce qu'elle est très rapide. Donc, lors des premières secondes, on va utiliser le CP. Mais on a dit que le stock de créatine phosphate, elle est faible. Donc, très rapidement, le créatine phosphate va s'épuiser. On va utiliser après la fermentation lactique. La fermentation lactique va supporter le stock, ou bien va supporter l'utilisation de créatine phosphate. Tout ça
en attendant l'adaptation de la respiration cellulaire. La respiration cellulaire va être activée de manière croissante et lorsque la respiration cellulaire atteint un niveau de production, c'est-à-dire qu'elle produise une quantité suffisante d'ATP, donc on va arrêter l'utilisation de créatine phosphate et on va arrêter l'utilisation de la fermentation lactique puisque la respiration va nous permettre de produire la même quantité d'ATP qu'on consomme lors de la contraction musculaire. Mais si le travail musculaire a continué pendant très longtemps, l'énergie produite par la respiration cellulaire sera insuffisante pour renouveler le stock d'ATP. Même si on a augmenté l'intensité de la respiration cellulaire, même si on a activé au maximum la respiration cellulaire, donc on atteint des périodes où la respiration cellulaire n'arrive pas à renouveler le stock d'ATP. Dans ce cas-là, la fermentation lactique a de retour pour supporter la respiration cellulaire. Mais ici, la fermentation lactique, lorsqu'il supporte la respiration cellulaire, elle va produire de l'acide lactique et l'acide lactique, ça va causer la fatigue musculaire. Donc, lorsque le travail musculaire est très long, la respiration cellulaire n'est plus suffisante, donc la fermentation lactique retourne et le retour de la fermentation lactique va produire encore de l'acide lactique et avec la production d'acide lactique, les muscles vont cesser de se contracter. Donc, c'est tout ce qu'on a à propos de l'unité 1, la consommation de la matière organique et le flux d'énergie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.